rejoindre au fur et à mesure. We have this morning in this webinar around the research in Africa, an initiative that has been implemented, that is funded by this morning's webinar aims to share the results of the research, but to also give the floor to experts. This initiative studies the transformation of work and employment. As you know, this is an initiative that analyzes the impact of training, digital technology on employment. As I say, this has been implemented in West Africa and Central Africa. We have been in collaboration with staff, and the objective is to do research to orient but also to strengthen the capacity of decision makers. Essentially, in West Africa, we are the manager of the research here, and this is an initiative that research project. And there is one that is one on the impact of youth and women's employment. This morning, we would like to explore the work that is in progress. Two projects are currently led by researchers at the University of Cambridge, but also we will hear three experts. Unfortunately, we heard collaborator who did not come, or the sect who has a family issue. And he sent us his presentation, but he cannot attend. So the agenda that we propose to you is whether come from Peter Carter, and then we will give the floor to Marie Ingabire, who will also welcome as the initiator on IRDC issue. After these introductions, we will do a group photo, and we would like you to show your cameras. And after that, we will present the key project by Professor Ali Ju from the Cheikh Anta Diop University in Dakar. De professeur Joseph Cabral sur l'impact de l'emploi youth and women employment impacts. And then after that, I will come back to introduce the panelists, Amikide from Jokalante, and our two experts from Cameroon. We will open up the discussion to you. I think for interested, I will give the floor to Peter. Peter, back to you. Yeah, hello? Yeah, can you hear me? Yeah, okay. So good morning to you all, and I'm greetings from Accra. I'm happy this workshop is coming on, this information session is coming on, and I wish you a very successful workshop. This is a project, a collaboration between West and Central Africa. It's very innovative. We don't normally have studies
in the two sub-regions, comparing work and sharing best practices. So I believe this would inform us and also deepen our collaboration with our partner, ISRABAM, and others from Central Africa, and as well as our French-speaking counterparts as well. So thank you very much. Please be attentive. I urge all of you to participate in this. Let me use this opportunity to thank our sponsors, IDRC, for believing in us and supporting this very useful study. I thank you very much. And on behalf of the ISA team and all of the rest, we thank you and look forward to a fruitful collaboration and information session. So over to you, Astu and the team. Greetings from Accra. Thank you, Peter. Vous nous entendez? Marie Glorieuse Ingabire, madame. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, bonjour. Voilà, je Bonjour. pense que mon micro est activé maintenant. Oui, merci encore. Docteur Astou Diakamara, directrice du Bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Le professeur Peter Quarty de l'Institut de recherche économique, sociale et statistique de l'Université du Ghana à Legon. Et le docteur Ibrahim Abba, qui est le directeur de la formation et de l'orientation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, et le professeur Joseph Cabral, qui est recteur en charge de la coordination du projet de l'Université du Sénégal oriental. Chères participantes, chers participants, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, c'est un grand plaisir pour moi que je me joins à ce webinaire ce matin au nom du Centre de recherche pour le développement international, le CRDI du Canada. Mais je voulais avant tout remercier l'Institut de recherche statistique sociale et économique, l'ICER, ainsi que le Bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, de nous avoir conviés à dire quelques mots au début de ce webinaire qui porte sur le thème de technologie digitale et l'avenir du travail agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, avec les avancées digitales, dont l'intelligence artificielle qui chamboule les réalités du marché de l'emploi, il est plus qu'opportun de se pencher sur la question du futur du travail. Alors, ces technologies-là qui sont de plus en plus capables d'automatiser certaines tâches, mais aussi d'améliorer l'efficacité de nos processus de production, il convient de mener des recherches scientifiquement rigoureuses sur les implications de cette nouvelle dynamique pour l'emploi. La préoccupation est d'autant plus légitime que notre région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre connaît, comme d'autres parties du continent, un fort taux de sous-emploi, de chômage déguisé et d'informalité de l'activité économique. La faiblesse de notre tissu industriel et la prédominance de l'emploi agricole, au sens large, exacerbe cette inquiétude dans un contexte où les contraintes budgétaires des États et les filets de protection sociale sont embryonnaires et ne permettent pas un accompagnement optimal et efficace des travailleurs dans une logique de réorientation professionnelle ou de mise à jour de leurs compétences. Alors, mener des réflexions proactives pour anticiper sur l'avenir proche et ajuster les offres de formation en conséquence deviennent de fait une obligation morale pour la communauté scientifique. Et c'est ce que nos partenaires d'ICER et d'ISRA font.
mais s'approprier les résultats des analyses et encore plus important, veiller à la mise en œuvre des solutions proposées qui sont basées sur les données probantes deviennent également un impératif majeur pour les responsables de politique publique et tout acteur pertinent impliqué dans la promotion de l'emploi dans nos pays. Et en effet, vous le savez sûrement, 85% de la population mondiale en âge de travailler vit dans les pays du Sud, une proportion qui devait atteindre 90% d'ici 2050. Et sur notre continent africain, cette population âgée entre 20 ans et 64 ans passera de 883 millions qui étaient en 2024, l'année passée, à 1,6 milliard en 2050. Et ceci va représenter près de 25% de la population mondiale en âge de travailler. Donc, il s'agit donc d'une préoccupation fondamentale pour la stabilité et la cohésion socio-économique de nos pays. Nous attendons donc de l'initiative FutureWorks des éclairages sur la manière par laquelle l'intelligence artificielle, les changements climatiques et démographiques bouleversent les emplois, créant des opportunités mais aussi des risques, surtout pour les femmes et les jeunes dans notre région. Nous attendons des suggestions sur le moyen de transformer les défis en opportunités pour nos travailleurs, pour nos jeunes et pour les femmes. Alors, avec un investissement total de 10 millions de dollars sur 5 ans, l'initiative FutureWorks vise à promouvoir le travail décent, renforcer les compétences et les systèmes de protection sociale et garantir une transition numérique dans le cadre d'économies inclusives et à faible empreinte carbone. Il s'agit donc d'une initiative futuriste résolument centrée sur le genre, l'équité et l'inclusion. Alors, FutureWorks s'appuie sur 5 pôles ou hubs régionaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, ainsi qu'un hub ou un pôle mondial pour la mobilisation des connaissances. Alors, ces réseaux réunissent les chercheurs, les décideurs, le secteur privé, la société civile pour produire des données utiles et influencer les politiques. Les priorités incluent l'apprentissage tout au long de la vie, la protection sociale, la transition énergétique et la promotion d'emplois durables. Le Hub Afrique de l'Ouest et du Centre est dirigé par nos partenaires ICER et ISRA et il devra produire des données fiables pour orienter les politiques et renforcer les capacités régionales avec un intérêt particulier pour l'impact social sur les femmes, les jeunes et les populations vulnérables. Alors, une mise en débat continue, et c'est également très nécessaire pour assurer la visibilité de ce hub pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et positionner favorablement notre région pour une hausse substantielle des investissements dédiés à la recherche sur ces enjeux émergents. Alors, pour terminer, il est important de souligner que l'initiative FutureWorks va bien au-delà de la recherche. Elle transforme les résultats en recommandations concrètes pour bâtir un avenir du travail plus juste et inclusif. Il est donc attendu du hub régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, porté, comme je l'indique toujours, par l'ICER et ISRA, une très bonne collaboration, que ce hub-là puisse répertorier systématiquement leur contribution à la prise de décision publique sur cette question à la lumière des résultats de leurs recherches. Alors, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les travaux de cet important webinaire et nous continuerons également de suivre de près les activités de ce hub régional, tout en restant disposés évidemment à apporter tout le soutien nécessaire à son rayonnement au-delà de la sous-région. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Ingabir. Donc, nous vous remercions également pour nous remercions. Donc, le hub Afrique de l'Ouest et du Centre a permis à des collectifs de recherche de déposer des propositions de recherche. Aujourd'hui, vous verrez présenter deux projets de recherche en cours dans cette initiative-là, qui vont être en écho à ce que vous venez de nous rappeler, donc cette problématique autour des transformations technologiques et de leurs implications sur le travail. Tout ceci dans un contexte de changements globaux. Alors, je vais passer la parole maintenant à Prof. Ale Dioum. Donc, Monsieur Ale Dioum, professeur et chercheur en énergie renouvelable, il est spécialisé dans le dépôt, la caractérisation, la simulation, la modélisation des cellules solaires hybrides inorganiques. Donc, dans le cadre de l'initiative FutureWorks, il est porteur du projet Utilisation de techniques d'apprentissage automatique pour renforcer la résilience climatique, application à l'agriculture sénégalaise. Donc, je sais que ma présentation de... I know the presentation by I will give you the floor to present yourself. So you have 10 minutes to exchange and present your project and where you are. Thank you. Tous les initiateurs de ce webinaire. Bon, puisque le temps nous est compté, on va directement vers la présentation du projet. Et c'est un projet qui s'intéresse à l'utilisation du machine learning, qui est une technique de l'IA pour la résilience agricole. Bon, maintenant, le contexte. En fait, l'agriculture constitue un pilier socio-économique de notre pays et qui se situe entre 16 et 20% de notre PIB et emploie plus de 30%. Mais c'est un secteur qui fait face à une forte vulnérabilité face au changement climatique, à la variabilité pluviométrique et à la dégradation des sols. Et pour cela, il y a un certain nombre de défis à relever sur l'irrégularité des pluies, la dégradation des sols, la faible irrigation, mais aussi et particulièrement le manque d'informations pour la prise de décision. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important et urgent de trouver des solutions technologiques pour faire face à ces défis. C'est dans ce contexte, slide. Voilà, c'est dans ce contexte. Voilà, c'est dans ce contexte qu'on s'est dit comment l'IA peut véritablement venir en aide à ce secteur. Parce que c'est un outil qui permet aujourd'hui de pouvoir exploiter des données massives, notamment le climat, le sol, les satellites, mais aussi les pratiques culturelles. Il y a aussi l'élaboration de la cartographie des cultures dans sa généralité, dans différentes zones ciblées pour différentes saisons, et la production même de prédictions fiables sur les rendements, le stress hydrique, les risques d'attaque parasitaire et l'évolution même des saisons. Bon, c'est un outil aussi qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources en eau, mais aussi des intrants et le travail. Et il supporte les politiques publiques pour une agriculture plus résiliente et plus inclusive. Bon, notre projet a comme objectif général d'améliorer la résilience climatique de l'agriculture sénégalaise en général via des modèles hybrides. Qui dit modèle hybride dit modèle qui combine à la fois physique mais aussi les données de l'IA et des outils qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Bon, ce qui fait la spécificité, il y a un certain nombre de spécificités du projet.
C'est un projet qui permet d'élaborer des modèles prédictifs pour le type de culture, la pluviométrie, mais aussi le stress hydrique, et mettre en place une plateforme numérique pour vulgariser les résultats auprès des agriculteurs, renforcer leurs capacités, mais aussi renforcer les capacités des chercheurs et agents de vulgarisation, et particulièrement en faisant focus sur la jeunesse et particulièrement les femmes aussi. Bon, les données aussi constituent un maillon fort pour ce projet, que ce soit les données météorologiques, les sols, les images satellites, mais aussi des enquêtes de terrain. Bon, ça, c'est des quelques spécificités de notre projet. Bon, l'approche qui est utilisée dans ce cas, dans un premier temps, on envoie les correcteurs sur le terrain pour aller faire ce que l'on appelle la collecte des données GPS des champs ciblés. Par exemple, nous, on a travaillé dans un premier temps sur des champs d'arachides et des champs de mil. Bon, ces modèles, une fois que nous avons ces données GPS, nous avons, à partir des données satellitaires, qui permet d'obtenir ce que l'on appelle des indices de végétation, qui sont calculés à partir des bandes optiques reçues des satellites. Nous avons entraîné ce que l'on appelle notre modèle qui va permettre d'obtenir des résultats qui sont avec une précision à peu près, si vous voyez ce qu'on a, la technique qui est utilisée, le random forest, qui permet d'obtenir une précision de 87%, mais aussi des supports SVM qui se situent entre 75 et 80%, et le réseau de neurones entre 75 et 80. Mais on s'est rendu compte que le random forest donne une précision beaucoup plus nette, c'est pourquoi nous l'avons favorisé. Bon, une fois que nous avons ce modèle est validé sur le terrain à partir des tests que nous avons faits, et plusieurs tests ont été faits en faisant un ciblage sur des zones comme Kaolack et Kaffrine. Slide. Bon, ce qu'on a dans un premier temps, ce que vous voyez ici à droite, c'est la carte du pays. Et ce que nous avons entouré, c'est la zone où nous avons envoyé nos correcteurs, c'est la zone de collecte, où vous avez une bonne partie de la région de Kaolack, mais aussi la zone la plus sur laquelle on s'est concentré le plus, c'est la zone de Kaffrine, parce que là-bas, l'hivernage était beaucoup plus en avance comparé au reste du pays. C'est pourquoi c'est ce que vous voyez avec les agriculteurs et nos collecteurs sur le terrain à gauche. Slide. Bon, à partir, bon, malheureusement, les titres des slides ne sortent pas. Ici, ce qu'on a pu faire, c'est que dans le modèle, avant d'envoyer les correcteurs sur le terrain, il y a des questionnaires qui sont établis, et nous avons eu à intégrer un ensemble de questions, notamment l'utilisation des technologies agricoles, effectivement que la plupart des répondants montrent que
c'est des couleurs, c'est des pixels qui sont obtenus à partir des données satellites, compte tenu des coordonnées GPS que nous avons obtenues. Et en jaune, tout ce que vous voyez en jaune, c'est ça qui montre que vous avez la culture de l'arachide et les différentes zones du pays. Si vous regardez, en dehors de la zone que nous avons, une fois que nous avons élaboré notre modèle, nous l'avons essayé, testé sur les autres zones et c'est ce résultat-là que nous avons pour ce qui est l'arachide. Ensuite, slide. Bon, ici, ce qu'on a pu obtenir à partir de ces résultats préliminaires, ça nous montre que euh, euh, l'outil que nous avons développé et l'IA en général peut transformer véritablement, peut permettre ce que l'on appelle une transition d'un travail empirique vers un travail qui peut être assisté par des données. Et ça permet d'ouvrir aussi d'autres profils, c'est-à-dire d'autres nouveaux métiers agricoles, notamment les techniciens en digital agricole, analyse de données agricoles, mais aussi des opérateurs de données, des imageries satellites. Bon, c'est aussi un outil qui permet d'améliorer l'efficacité du travail dans la chaîne de valeur agricole et participe à l'inclusion même des jeunes diplômés, ce qui rend le secteur beaucoup plus attractif qu'avant. Slide. Bon, là, nous avons montré l'impact socio-économique que nous avons. Parce que, en ce qui concerne les impacts attendus, il y a la réduction des pertes post-pluviométriques, il y a aussi les décisions plus rationnelles sur l'usage des intrants, une meilleure planification des semis, ce qui permet d'aller vers ce que l'on appelle un gain de temps et de productivité, mais aussi d'améliorer les revenus agricoles et de voir l'impact positif sur les jeunes et les femmes, particulièrement en milieu vulnérable. Donc, ça, c'est les aspects sur lesquels nous nous sommes focalisés pour montrer évidemment l'importance même de cet outil. Donc, mais les défis qui sont identifiés sont assez élevés. Bon, parmi ces défis, nous avons la qualité et la disponibilité des données parce que les agriculteurs, le plus souvent, sont un peu réticents et il faudrait véritablement faire en sorte que pour avoir certaines données, gagner leur confiance. Mais aussi, il y a la faible connectivité quand on est dans certaines zones du pays. Bon, il y a aussi le coût des équipements numériques.
et le besoin de sensibilisation continue sur l'acceptation du digital. Donc ça, c'est des défis que nous avons pu identifier lors de notre sortie. Bon, ce qu'on donne comme recommandation, surtout avec les différents acteurs, c'est d'essayer d'institutionnaliser les systèmes prédictifs de l'IA, surtout dans les services d'appui agricole, de développer des plateformes, et c'est ça notre vision aussi, régionale, de données agricoles intégrant toutes les langues, par exemple les langues locales. Et notre objectif, c'est dans cet ordre d'idée. Bon, mais aussi de soutenir les programmes de formation, surtout des jeunes et des femmes, de renforcer l'usage de l'IA dans les politiques de gestion des risques climatiques et de créer des incubateurs pour favoriser l'innovation. Donc ça, c'est des recommandations que nous avons eu à faire et sur lesquelles on s'appuie. Bon, maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que l'IA est un levier majeur pour l'avenir du travail agricole, mais aussi de la résilience des chocs climatiques, parce que les résultats préliminaires que nous avons obtenus dans le cadre du projet montrent bien évidemment un potentiel élevé pour anticiper sur le stress climatique, mais aussi de réduire les risques, avoir une cartographie en général des cultures souhaitables, améliorer la productivité, mais aussi de créer de nouveaux emplois agricoles digitaux, qui est très important. C'est pourquoi aujourd'hui on fait appel aux initiateurs de renforcer la collaboration euh, au-delà même entre institutions, mais aussi d'impliquer ce que l'on appelle les communautés locales, surtout pour la mise à échelle. Slide. Bon, pour terminer, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour entrer dans certaines questions. Nous remercions les non-bailleurs, surtout qui nous ont fait confiance, et surtout aussi les agriculteurs partenaires et les différents chercheurs et étudiants qui sont sur le terrain pour faire le travail de collecte sur le terrain. Encore une fois, merci pour cette belle initiative. Nous restons à votre disposition pour éventuelles questions. Merci beaucoup, professeur Ali Dioum. Donc, tout à l'heure, vous verrez, on demande déjà aux uns et aux autres si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser dans le chat, mais on va ouvrir une série de questions tout à l'heure. Donc, merci pour le partage de ces résultats préliminaires, mais déjà très intéressants, surtout ce qu'on voit apparaître, des transitions de métier, mais également des impacts qui peuvent être positifs sur l'emploi, sur les revenus, etc. Donc, nous aurons le temps de discuter davantage de ces résultats de recherche-là. Donc, on va passer la parole maintenant à professeur Joseph Cabral, qu'on ne présente plus, assez connu. Donc, Monsieur Cabral est professeur agrégé à la faculté de présentation a un peu évolué. Et vous avez 10 minutes. Donc, Monsieur Dioum, j'ai été très clémente. Vous avez dépassé largement les 10 minutes. Donc, professeur Cabral, nous vous remercions de limiter votre, voilà, si possible, le temps de présentation à 10 minutes parce que nous avons démarré avec beaucoup de retard. Alors, merci. Donc, alors, Monsieur Cabral, dans l'initiative, est porteur d'un projet sur l'adoption de l'IA dans l'agriculture. Quel impact sur l'emploi des jeunes et des femmes et sur la classe moyenne au Sénégal? À vous. Très bien, merci Madame la directrice. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, j'ai bien la main pour... Ok, Oui. parfait. Voilà, quelques éléments de contexte pour rappeler que l'agriculture est un fondement de l'économie au Sénégal et dans la plupart des pays de la sous-région. 44% des ménages sénégalais dépendent de ce secteur, sont habités par ce secteur.
qui contribue aussi bien aux besoins de subsistance, à l'emploi et qui, du point de vue structurel, se transforme lorsqu'on voit l'arrivée de l'horticulture ces dernières années. Quelques éléments de littérature là que nous tenons de Lewis, Kuznets et Ranis qui disent qu'en fait, lorsque vous avez 10% de croissance de la productivité, selon que vous êtes dans l'agriculture ou dans l'industrie, l'impact sur la distribution des revenus est différent. Vous avez un impact selon les travaux de Hook qui frise les 10% de hausse du PIB par tête, si cela vient de l'agriculture. Et quand le canal par lequel la productivité augmente est l'industrie, on a une hausse de 2% du PIB par tête. Alors, euh, quels sont les défis qui s'offrent à nous avec ces enjeux d'IA? L'IA va permettre de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine, d'apprendre à partir de données et d'utiliser des connaissances pour atteindre des objectifs précis. Donc, ce sont des outils qui nous permettront d'accroître la résilience face aux chocs climatiques de plus en plus devenus la règle, de renforcer la productivité et de soutenir les transformations du secteur face aux contraintes évoquées. Alors, il y a plusieurs niveaux plusieurs étages, si on peut dire, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Nous nous sommes arrêtés au niveau 1 où l'intelligence artificielle va être de niveau faible qui consiste à exécuter des tâches spécifiques limitées. Donc, ce sont des assistants vocaux, de la conduite autonome sur la plupart des applications existantes. Au niveau 2, vous avez une capacité hypothétique de pensée de la machine et qui prend encore des décisions comme un être humain. Et à un niveau beaucoup plus supra, où on évolue vers des humanoïdes, l'idée est d'avoir des capacités cognitives d'un système qui dépassait largement l'homme. Ah, schématiquement, voilà, on a un peu une idée de ce que l'IA permet maintenant de faire, la surveillance des cultures et des sols, les prévisions météorologiques intelligentes, l'amélioration des récoltes et d'autres applications. Quel est l'objectif de notre travail ici? C'était d'évaluer l'impact de l'IA sur ce secteur agricole, mais également sur les aspects mésoéconomiques, le marché du travail et la dimension classe moyenne qui sera la suite de ce programme. Professeur, Euh, l'interprète demande que vous parliez avec un débit moins Plus lent. simple. Ah Ça lui oui, permet, voilà, d'accord, d'accord. plus lent plutôt. Ça lui permet de traduire. D'accord, ce sont les 10 minutes qui m'ont contraint. Bon, j'en suis à la Non, allez-y, méthodologie. allez-y, 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 allez-y. Voilà. J'en suis à la méthodologie où nous avons conçu un modèle d'équilibre général calculable où, lorsque vous regardez l'arbre de décision, la valeur ajoutée est combinée avec de la consommation intermédiaire sous forme Leontief. Ensuite, le raffinement vient au niveau de la valeur ajoutée où du travail composite est combiné avec du capital composite sous la forme d'une CS. Et le capital composite va combiner du capital privé et du capital public, c'est l'entrée par laquelle la RD va arriver, on le verra plus haut, et du travail composite où nous segmentons le marché du travail en plusieurs niveaux, en 5 niveaux, allant des non qualifiés, ceux qui ne sont jamais à l'école, vers ceux qui sont très qualifiés. Alors, je disais que le raffinement viendra de la productivité globale des facteurs que nous voyons en haut à gauche, où nous prenons le soin de l'endogénéiser. Donc, cette productivité dépendra naturellement du capital humain, de la recherche-développement, mais également des infrastructures. Nous avons là les trois écoles qui nous ont permis de renouveler la littérature sur la croissance endogène, l'approche Lucas, capital humain, RD Romo, et puis les infrastructures que nous devons à Barreau. Ici, la RD arrive comme un stock comme un flux de capital d'investissement public qui vient augmenter le stock de capital public. Et nous considérons que dans la RD, nous avons un flux d'IA et un flux de RD non IA. C'est comme ça que voilà, l'investissement arrivera pour augmenter le stock de capital public qui ira vers le compartiment de l'IA. Quels sont les impacts de l'IA sur l'investissement dans l'agriculture? D'abord, schématiquement, nous
nous sommes intéressés à trois secteurs, l'agriculture au sens strict, puis ensuite la pêche et l'élevage, sur la foi de données empiriques, puisque les gains de productivité que nous partageons ici avec vous sont basés sur des données de terrain recueillies auprès de startups, d'innovateurs locaux. Nous avons la startup Tolby qui a pu faire évoluer la productivité dans l'agriculture avec sa technologie. Nous avons également dans le domaine de l'élevage Daral Technologie qui également a pu faire des bons dans le secteur de l'élevage en termes de productivité d'au moins 25%. Et vous avez le projet WISE qui a permis de faire des bons dans le secteur de la pêche pour ce qui est de la productivité d'au moins 28%. Donc, ce sont trois simulations que nous allons effectuer et une quatrième simulation qui ne paraît pas là sera la combinaison des trois auquel s'ajoute l'effort budgétaire de l'État, où l'État, dans le cas du Sénégal 2050, avec la première phase quinquennale, a prévu d'augmenter au moins de 10%, 10,5% ses investissements. Quels sont les résultats? Alors, lorsque nous prenons ces quatre simulations, nous voyons bien que la simulation qui a le plus d'impact, c'est la simulation où l'État vient en appoint avec ses investissements publics qui augmentent d'au moins 10,5%, combiné aux autres simulations, nous avons plus d'impact. Et le secteur des céréales réagit beaucoup plus que le secteur des bovins, de la pêche, et ces trois secteurs étant reliés au reste de l'économie, ont des impacts également sur le reste, puisque l'abattage et la transformation voient son pays, sa valeur ajoutée augmenter, le transport et les télécoms. Lorsque vous prenez les simulations une à une, la simulation 1 qui porte sur le bond en termes de productivité lié à l'effet de l'IA a beaucoup d'effets sur le secteur des céréales puisque la valeur ajoutée augmente de plus de 20 points de pourcentage. Il en est de même de l'élevage où, avec les efforts de Daral Technologies, nous voyons que ces technologies utilisées augmentent la valeur ajoutée d'au moins 17%, 17 points de pourcentage. Et la pêche également, où les efforts du projet WISE ont permis d'augmenter la productivité. Implémenté dans le secteur de la pêche, cela permet d'augmenter la valeur ajoutée d'au moins 7 points de pourcentage. Quels sont les effets sur le commerce extérieur? Ceci a un effet sur la compétitivité du Sénégal parce que la simulation 4 qui amène l'État à appuyer cet effort sectoriel dans l'IA, dans les trois compartiments, agriculture, élevage, pêche, augmente les exportations d'au moins 9,17 de pourcent, même si de l'autre côté, les importations également augmentent, mais dans une amplitude moindre que les exportations. Sectoriellement, lorsque nous prenons la simulation relative aux bons de productivité liés aux efforts de l'IA dans le secteur agricole, les exportations augmentent plus dans le secteur agricole là que ce que nous voyons lorsque la pêche est affectée positivement, puis sur l'élevage. Quels sont les impacts sur le marché du travail? On observe une revalorisation du taux de salaire et ce sont les compétences intermédiaires qui profitent plus de cette embellie. Ce sont les travailleurs jeunes, hommes, de niveau intermédiaire qui voient le taux de salaire augmenter beaucoup plus, 1,78, puis suivent les travailleuses les jeunes, les adultes femmes de niveau 2 en termes de compétences, puis ensuite suivent les autres. Quel est l'impact sur le bien-être? On observe que le bien-être augmente pour la plupart des simulations et il a un impact beaucoup plus important lorsque l'État arrive avec son effort budgétaire, mais pris sectoriellement, lorsqu'on compare l'IA dans le compartiment de l'agriculture au sens strict, ou l'IA dans le compartiment de l'élevage ou de la pêche, c'est dans l'agriculture que nous avons les effets les plus bénéfiques, puisque le pouvoir d'achat, le bien-être augmente au moins de 3,67%, puis suivre l'élevage et enfin la pêche.
Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à titre intermédiaire? C'est qu'en fait, il est bon de coordonner les politiques d'innovation avec des stratégies d'investissement public bien ciblées qui, au-delà des secteurs, également touchent les infrastructures. Nous l'avons vu, et le secteur du transport logistique et les secteurs connexes au secteur agricole. Il est bon également d'accompagner le capital humain parce que qui dit IA dit besoin en compétences. Et donc, les deux allant de pair. Donc, des besoins en machinistes, techniciens agricoles, agents d'exploitation sont également des métiers à creuser. Il est bon également de cibler les investissements publics, ce qui permet, au-delà de l'effort en faveur de l'IA dans le secteur de l'agriculture, de moderniser tout ce qui tire l'agriculture, la logistique, le transport, les télécommunications qui sont qui est le socle de l'IA, grosso modo, d'améliorer l'environnement des affaires. Voilà, nous en sommes là pour l'instant en termes de résultats intermédiaires. La deuxième séquence consistera à voir l'impact que ces efforts en termes d'IA qui augmentent la productivité auront sur les dynamiques de classe moyenne au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, professeur, pour ce travail très intéressant déjà. Donc, vous êtes, c'est des résultats intermédiaires, mais qui donnent l'eau à la bouche, hein. On voit également, voilà, je retiens que effectivement les politiques d'innovation doivent être coordonnées, mais surtout qu'on a besoin d'investissements pour accompagner non seulement les besoins de compétences, mais aussi mieux coordonner les efforts d'installation, d'insertion dans ces innovations technologiques. Alors, donc vous venez de voir la présentation de deux projets qui sont les deux récipiendaires du Hub francophone. Nous allons maintenant écouter des experts de la question de ces enjeux-là, de ces thèmes. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, M. Daoud Seck ne pourra pas prendre la parole ce matin. Il a une contrainte majeure. Alors, Madame Ndeye Amy Kébé. Madame Ndeye Amy Kébé, elle est manager de Jokolante, euh, une entreprise sociale dédiée à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs africains grâce à la technologie et à l'innovation. Donc, elle est en plein dans notre sujet. Madame Ndeye Amy Kébé, son intervention va essayer de répondre à au moins deux questions. Quels mécanismes d'accompagnement vous semblent les plus efficaces pour traduire des analyses IA en pratique agricole? Donc, vous avez entendu les deux présentations. Donc, vous êtes praticienne, vous êtes dans le professionnel. Quels obstacles principaux, de votre point de vue, les agriculteurs rencontrent-ils lors de l'adoption de ces solutions technologiques numériques? Et comment votre approche de conseil aide-t-elle à les surmonter? Donc, à vous, Madame Deyami. Et merci beaucoup d'avance. Merci beaucoup, merci Asto. Alors, moi, c'est Néami Kébé, je suis la fondatrice directrice de Jokalante. Nous avons développé des solutions digitales qui accompagnent les petits producteurs dans tout ce qui est amélioration de la production agricole en utilisant principalement les langues locales, la voix d'abord et maintenant des solutions IA passant par WhatsApp. Jusqu'à d'autres solutions qui vont juste sur la commercialisation, mais aussi sur la digitalisation de toute la chaîne de valeur avec l'interconnexion des différents acteurs, de partant du petit producteur jusqu'à l'industriel qui a besoin et la banque qui finance. Donc, pour répondre à ces questions, juste pour donner la genèse, nous sommes venus, nous avions trouvé par exemple beaucoup de solutions digitales et un aspect de ces solutions, c'était que la plupart du temps, les solutions sont là scientifiquement, mais l'accessibilité de l'information au niveau de l'agriculteur était beaucoup plus fastidieuse. C'est-à-dire que côté scientifique, toutes les études sont faites en termes de GPS, en termes d'outils et d'infrastructures, mais pour l'adoption et de la solution ou bien de la recherche, cela devient un challenge. Pourquoi? On s'était rendu compte que tout simplement que les producteurs, en termes de technologie, c'était via les champs tests, ce qui limitait le nombre. Si on veut une adoption à grande échelle, il faut qu'on puisse les toucher, puisse leur démontrer les résultats et partager l'expérience d'autres producteurs. C'est pour ça que nous avions beaucoup insisté
insister sur la traduction des résultats de recherche, la traduction des technologies et des conseils agricoles de l'information climatique dans les langues locales en utilisant notre plateforme, mais en intégrant aussi les retours, l'expérience du producteur qui va utiliser le même canal pour faire son retour. Donc, en termes d'accompagnement, c'est ça que nous avions fait, mais cela demande, je pense, pendant 7-8 ans, nous avons travaillé avec des opérateurs qui vont faire de la traduction en langue locale, des fiches techniques agricoles adaptées à l'information climatique, les prévisions saisonnières pour accompagner les décisions de semis, les décisions d'épandage dans les 5 langues locales. Donc, vous voyez le nombre d'opérateurs. Donc, nous, notre solution IA venait régler ce problème en prenant le NLP. C'est-à-dire que comment on peut développer des modèles IA qui vont permettre d'automatiser ce coût d'opérateur qui avait un impact sur le coût de la solution. C'est toujours actuellement le cas pour que l'agriculteur déjà connecté, celui qui n'est pas connecté, il est encore sur le modèle de la voix, c'est-à-dire qu'il reçoit nos conseils, nos informations dans les langues locales. Mais sur l'IA, celui qui est connecté et qui a accès sur WhatsApp, et c'est de plus en plus le cas, comment il peut avoir un assistant personnalisé qui va lui donner les conseils agricoles dans sa langue, en Wolof, et s'il sait lire, il peut même l'avoir en français avec tout ce qui est information climatique. Parce que l'impact que nous avons eu en travaillant sur ces conseils agroclimatiques, pas juste agricoles, nous avons eu, par exemple, une augmentation de rendement de plus de 28%, avec des investissements, ce qui augmente les revenus de 20%. Et derrière, il y a même des producteurs qui nous avaient donné des chiffres pour dire qu'ils considèrent que sur 100, les 20 francs, les 28 francs, ils vont le mettre sur la santé et l'autre partie sur l'éducation après avoir sorti leurs dépenses quotidiennes. Donc ça, c'est des impacts que nous, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est un third party qui l'a fait et qui a démontré l'impact que ces conseils à temps réel dans les langues locales directement en utilisant le mobile, que le producteur soit connecté ou non, peut avoir. Donc, en termes de mécanismes maintenant d'accompagnement avec l'IA, c'est-à-dire nous allons plus rapidement scientifiquement que les producteurs. Nous savons que le petit producteur, on est toujours au Sénégal en train de parler de connectivité. Actuellement, ce n'est que, par exemple, les mid, comment dire, ceux qui sont au milieu en termes de revenus, qui sont beaucoup plus connectés et qui ont accès à un smartphone. Le tout petit producteur qui vit avec $2 ou moins a beaucoup plus de soucis parce qu'il a un téléphone simple. Et même ce téléphone simple, il y a encore des soucis de connectivité. Donc, derrière, il y a cette balance de trouver les modèles, de travailler sur l'IA, sur des problématiques réelles que nous vivons au niveau local, mais la problématique de l'accessibilité aux producteurs, lui, il ne comprend pas cette notion d'intelligence artificielle, cette notion poussée de technologie. Et nous faisons tout ce travail-là au niveau de Jokalante, mais aussi avec nos partenaires comme le CERAS ou bien d'autres partenaires qui sont des ONG. Comment rendre digeste tous ces travaux de recherche pour que le producteur adopte réellement l'information. Parce que l'objectif de cette recherche, c'est d'améliorer la prise de décision. Cette prise de décision, quelle que soit la technologie, doit être accessible aux producteurs et l'accompagner maintenant de façon graduelle. L'accompagner de façon graduelle, c'est-à-dire que s'il a un smartphone, qu'est-ce qu'il utilise? Quel est son besoin réel? Cela peut être terre à terre pour nous, cela peut être terre à terre pour le scientifique, mais que ce besoin réel soit adressé et par rapport au niveau de connectivité et au niveau d'infrastructure qu'il a. C'est pour ça que nous, notre plateforme adresse en fait le téléphone mobile simple, basique, comme le téléphone smartphone, avec des solutions applicatives accessibles au producteur qui est connecté et qui est à l'aise avec un smartphone. Donc, en termes d'accompagnement mécanisme, c'est déjà comprendre
ce profil du producteur et comment mettre en place ce dispositif d'accompagnement à chaque niveau et pouvoir avancer de façon évolutive. Maintenant, pour moi, cette nécessité, c'est de l'intégrer même dans les projets, de pouvoir dire, nous avons trouvé des solutions, nous avons des résultats de recherche qui viennent de solutions de machine learning, de solutions d'intelligence artificielle. Actuellement, ce qu'on est capable de faire, c'est peut-être d'automatiser le message via WhatsApp, mais sur 100 producteurs, peut-être il n'y a que 30 qui sont connectés. Comment les autres peuvent recevoir cette information-là? Peut-être qu'ils ne savent pas lire. La plupart du temps, ils ne savent pas lire. Comment on peut rendre accessible cette information aux producteurs? Et ça, cela doit se faire en amont dans la conception du projet pour qu'en aval, cela soit pris en compte lorsque les résultats sont partagés, qu'on puisse vraiment engager et amener l'adoption des technologies et des résultats de recherche par ces producteurs-là. Surtout dans ce secteur très disruptif et très évolutif de l'IA, avec des solutions qui sortent presque tous les jours, toutes les semaines, des innovations. Nous-mêmes, en termes de réflexion en tant que start-up, nos produits ont beaucoup évolué grâce à l'IA. L'analyse prédictive est en train d'être intégrée. Donc, lorsque tout cela, nous le faisons, nous, c'est ces questionnements-là, parce qu'au final, on veut autant faire du business en tant que start-up, en travaillant avec les organisations et les entreprises, mais aussi permettre aux producteurs d'améliorer sa production agricole, de mieux commercialiser et de pouvoir être dans un écosystème dynamique où il est moins lésé que ce qui se passe actuellement. Ça, je pense, c'est la partie en termes de mécanismes d'accompagnement. Maintenant, en termes d'obstacles, il y a aussi des obstacles. Il y a l'obstacle infrastructurel. Comme je disais, on est beaucoup avancé, nous qui sommes au niveau urbain, sur l'IA, sur les solutions, mais derrière, on a toujours des problèmes d'accès déjà au réseau GSM. Pour tout le Sénégal, c'est toujours pas totalement couvert. Il y a des zones à Kolda où il n'y a absolument pas de réseau. Si vous allez au profond de la Casamance, vous avez le réseau de la Gambie. Donc, comment accompagner ces petits producteurs-là à adopter des solutions si déjà on a des problèmes de connectivité téléphonique? Après, ce qui parle de connectivité téléphonique parle d'Internet. Cela veut dire que même l'accompagnement individualisé reste un challenge parce que pour accompagner la personne de façon individuelle, il faut, je pense que les chercheurs précédents l'ont dit, il faut pouvoir le géolocaliser, il faut pouvoir savoir là où il se trouve, quel sol il couvre, pouvoir avoir l'ensemble de son profil culturel, historique et personnel pour pouvoir lui donner un accompagnement individualisé. Mais cela reste un challenge pour nos startups. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir les industriels, nous allons voir les agro-business qui ont un gros pouvoir d'achat et nous allons nous concentrer sur eux en termes de business model en touchant peu de producteurs qui nous conviennent, qui sont sur l'irrigation, mais qui représentent un pourcentage pas beaucoup par rapport à ceux qui sont sur la culture hivernale. Donc, l'impact, elle est moindre et cette balance n'est pas trouvée. Donc, l'obstacle infrastructurel, l'obstacle d'accessibilité de l'information que nous adressons, qui doit encore mieux être intégré par les chercheurs, mais aussi par les entreprises. C'est-à-dire que actuellement, la recherche, au-delà de toutes les expériences, il y a aussi comment on part pour que ces résultats soient adoptés par la base productrice et que ça aille au-delà de juste un article qui est publié, excusez-moi du terme. Je sais que ce n'est pas que ça, mais c'est d'aller à cette adoption, c'est de pouvoir rechercher, avoir cette liaison entre la base producteur et les résultats de la recherche. Et je pense, j'en suis convaincue, mais c'est personnel, que cela ne peut se faire qu'à travers les startups qui ont cette flexibilité
de, de développer des solutions qui permettent de toucher les producteurs et de pouvoir travailler aussi sur tout ce que la recherche demande avec les étudiants, les universitaires, les centres de recherche, de donner la base parce que les producteurs nous font confiance. On a travaillé pendant beaucoup de temps avec eux. Ils reçoivent nos informations tous les ans, ils reçoivent nos conseils toutes les années. Donc, nous pouvons être ce lien entre la recherche et la base productrice. Mais je trouve que si derrière, nous n'avons pas cette plus-value économique des résultats de recherche à la base, au-delà des agro-business, mais à la base des producteurs, il y a encore du travail que nous devons faire. Et c'est vraiment cela doit être vraiment le souci de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeye Amy Kébé pour cette intervention très, très intéressante. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions. Si ce n'est pas maintenant, les uns les autres vont prendre vos contacts. Effectivement, en tant qu'acteur intermédiaire, je pense que vous êtes indispensable comme courroie de transmission. Vous ne serez pas les seuls parce que nous sommes dans un paysage institutionnel où on a d'autres agences de conseil, etc. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres espaces pour échanger davantage sur ces questions et que vous venez de poser et que nous, chercheurs, nous posons. Alors, merci Ndeye Amy. Donc, on va continuer de donner la parole à nos experts sur ces questions-là. On va passer à Monsieur Dossa, non, Ibrahim Abba, d'abord. Non, monsieur Sek n'est pas là ce matin. Je vais passer à Aronodissa. Voilà. Donc, monsieur Aronodissa, docteur Aronodissa, il est chercheur à l'IER, donc c'est l'Institut d'économie rurale du Mali, chercheur associé au sein de l'équipe système de production et gestion des ressources naturelles. Il possède une expertise reconnue dans l'analyse des chaînes de valeur en faveur de l'inclusion des groupes marginalisés. Donc, vous avez toute votre place dans ce débat ce matin. On vous a posé, vous également, 2 questions. Pouvez-vous partager un exemple concret de votre recherche récente en lien avec la technologie digitale et l'avenir du travail agricole et nous expliquer comment les résultats pourraient orienter les politiques publiques? Bon, il y avait une deuxième question, mais je me limite à cette question-là. Le temps nous est compté, mais allez-y. Vous avez, vous également, on avait 17 minutes. Ndeye Amy a parlé un peu plus de 10 minutes. Donc, allez-y, monsieur Dissa. Si vous Ok, pouvez parler en 7 minutes. Ouais, merci. ok. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci vraiment de m'avoir donné l'opportunité de se joindre à ce webinaire. Moi, je suis docteur Aruna Dissa. Effectivement, je suis agroéconomiste. Je suis agroéconomiste à l'Institut d'économie rurale au Mali. Actuellement, je m'intéresse à tout ce qui concerne la digitalisation dans le domaine de l'agriculture et la gouvernance du conseil. Pour répondre à votre question, je vais commencer d'abord à faire un peu l'état des lieux sur voilà, les technologies digitales. Je propose de faire une présentation du plus simple au plus avancé, euh, à commencer par les technologies digitales les plus simples. C'est la téléphonie mobile, surtout les services basés sur le SMS, le SSD, les messages vocaux et les centres d'appel. Euh, souvent qui sont beaucoup plus accessibles. Ils permettent d'accéder rapidement à des informations clés, par exemple sur la météo, les marchés, les prix, les conseils, et parfois et donner des alertes sur des risques. Et dans nos zones rurales, une information fiable au bon moment peut réduire des pertes, améliorer des décisions de semis et de récolte et renforcer l'adoption et l'adaptation face à la variabilité climatique. Ces services créent aussi des besoins, notamment en animation, formation, support et relais de proximité. En deuxième lieu, il y a les services financiers numériques, notamment la fintech et le paiement mobile. Ce sont des outils intermédiaires, souvent disponibles sur téléphone basique ou smartphone, qui élargissent l'accès aux services financiers. Ceci est central pour l'avenir du travail, notamment des paiements sécurisés facilitent le commerce, l'achat d'intrants, l'émergence des petits services rémunérés. On voit ainsi un potentiel de dynamisation de l'entrepreneuriat rural et du travail indépendant, en particulier chez les jeunes. En troisième lieu, il y a les plateformes de marché et de e-commerce. Voilà. Ces solutions dans les smartphones et les plateformes, il devient possible d'atteindre des marchés plus larges. Des exemples, par exemple, comme Jumia
initialement développé au Nigeria et aujourd'hui utilisé dans pas mal de pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, illustre comment le digital peut créer des activités autour de la vente en ligne, de la relation client, du marketing et de la logistique. Pour les petits agriculteurs, cela peut réduire l'isolement économique, améliorer la mise en marché et ouvrir des canaux de commercialisation plus efficaces. Quatrièmement, il y a les plateformes de services et l'économie des petits boulots. Ces plateformes ont un potentiel important pour proposer des opportunités de revenus plus flexibles, notamment pour des jeunes et des femmes à travers la logistique, la livraison et les services de proximité. Enfin, il y a les technologies avancées, notamment l'IA, comme on appelle Internet of Things, ou les choses à Internet et l'automatisation. Ces technologies vont progressivement influencer l'agriculture. L'idée n'est pas ici que les petits producteurs adoptent immédiatement ces technologies à grande échelle. L'enjeu, c'est plutôt de montrer en puissance les services associés. En fait, tout ce qui est la collecte des données, la gestion des données, le diagnostic, la maintenance, l'intégration, et ainsi de suite. En d'autres termes, l'IA et les outils numériques déplacent une partie du marché du travail vers des emplois plus hybrides, à la fois agricoles et numériques. Euh, Maintenant, on est à un moment où ces solutions digitales sont disponibles et en fait, ça vient bouleverser certains équilibres, notamment ça crée de nouvelles opportunités pour les petits producteurs, mais également l'inclusion, par exemple, des femmes, des jeunes. Et pour cela, en fait, cette inclusion n'est pas automatique. Elle doit être intentionnelle, pensée dès la conception et accompagnée avec des garde-fous. Les femmes rurales et beaucoup de jeunes font souvent face à des difficultés. Par exemple, le coût du smartphone et la connectivité. Les femmes, souvent, elles n'ont pas, ou les jeunes n'ont pas les moyens, voilà, ou voilà, compte tenu de leur localisation ou de l'endroit où ils se trouvent, ils n'ont pas accès. Des coûts, des contraintes liées à la littératie, tout ce qui concerne les compétences, la culture du numérique et tout. Mais il y a également la langue. Il y a également un accès limité à certains services, par exemple les paiements numériques. Et aussi, il y a des contraintes sociales, par exemple la sécurité. Et face à dans ce contexte, permettez-moi d'illustrer un exemple concret qu'on est en train de développer au Mali à l'IR. On est en train de développer une solution digitale appelée CF Mobile. Le CF, c'est le Conseil à l'exploitation agricole familiale. Avant l'ère du numérique, c'était pas mobile. Actuellement, donc, le CF, on est en train de développer un CF. C'est un outil digital conçu pour la gestion globale et intégrée de l'exploitation agricole familiale. Cette solution est conçue pour fonctionner dans des environnements à faible connectivité. L'objectif de la solution est double. D'une part, aider les agriculteurs à planifier, suivre et analyser leurs activités, et d'autre part, transformer des données fragmentées en informations utiles pour la prise de décision. Pour l'inclusion, nous mettons l'accent sur des éléments essentiels. Premièrement, une interface intuitive avec des illustrations imagées et surtout des fonctionnalités audio en langue locale pour que l'outil soit réellement utilisable par des producteurs, notamment les femmes et les jeunes, et des personnes non alphabétisées, mais capables d'utiliser un smartphone. Cette solution CFM est aussi un exemple de comment le numérique peut créer des opportunités de travail autour de l'agriculture. Il faut des personnes pour former, accompagner, faire le support, assurer la qualité des données, la maintenance, organiser l'usage de l'outil au sein des organisations paysannes. Autrement dit, le numérique ne remplace pas l'humain, il reconfigure le travail et crée de nouveaux rôles. Sur cette base, je propose 3 priorités pour l'inclusion réelle des femmes et des jeunes. La première priorité, c'est de concevoir les solutions pour l'inclusion dès le départ. Cela veut dire des interfaces simples, voix et langue locale, des icônes, des approches basées sur, comment on appelle, offline ou hors ligne pour limiter les coûts de données et la dépendance au réseau. La deuxième priorité, c'est investir dans des compétences et l'accompagnement.
Les jeunes peuvent devenir des agents digitaux ruraux, des techniciens de maintenance, des animateurs de services, mais aussi il faut une formation pratique, des dispositifs de proximité et un encadrement par les OPI, les services techniques ou les structures locales. La troisième priorité, c'est de garantir le travail décent et une gouvernance équitable des données. À ce niveau aussi, des données sont créées autour des plateformes et services numériques. Il faut des règles, une rémunération claire, des équipements minimaux, la protection, des mécanismes antidiscriminatoires et aussi des règles sur les données. Il s'agit notamment de la transparence, le consentement, l'accès et le partage de la valeur, afin que les producteurs, femmes et jeunes, ne soient pas seulement des fournisseurs de données, mais aussi des bénéficiaires. Ainsi, pour conclure, le numérique et l'IA peut être un accélérateur d'inclusion et de transformation du travail agricole en Afrique, mais cela exige une approche complexe, notamment en mettant l'accent sur l'accès, le renforcement des compétences, la conception et le travail décent. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible au cours des échanges autour de notre solution appelée CFM au Mali sur le conseil à l'exploitation agricole familiale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dissa. Comme j'ai dit tout à l'heure, même si le webinaire ne permet pas à ce qu'on puisse échanger tout à l'heure, je pense qu'on créera d'autres occasions pour échanger davantage sur ces questions-là. C'est vraiment très pertinent et ça complète tout ce qui a été déjà dit. Alors, je vais donner la parole maintenant à notre dernier intervenant, Dr Ibrahim Abba, du Cameroun, qui est économiste et qui est le directeur de la formation et de l'orientation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun. Donc, il va parler avec nous en tant que décideur. Alors, Monsieur Abba, on vous a également posé un certain nombre de questions, mais quels sont les meilleurs exemples de coopération régionale et internationale qui favorisent l'intégration des technologies digitales dans la formation professionnelle? Et comment la collaboration entre les acteurs publics, privés et académiques peuvent-elles être renforcées pour améliorer l'impact des technologies numériques sur le travail agricole? En gros, tout ce que vous avez, je pense que vous avez suffisamment été interpellé et par les chercheurs et par les professionnels. Donc, Monsieur Abba, à vous. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation de partage. J'ai été véritablement édifié sur les différents travaux à présenter, notamment du professeur Cabral, ainsi que les interventions des différents experts attitrant la matière. Très bien. Alors, lorsque vous m'avez demandé de vous donner quelques exemples de coopération régionale et l'inclusion des jeunes et des femmes dans les programmes de formation technologique agricole. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'abord vous donner cette réponse en 4 points au maximum. D'abord, vous mettre dans un contexte où la technologie, qu'on veuille ou pas, de tout temps a bouleversé le monde du travail. Et puis, notamment la dernière aujourd'hui, que tout le monde parle, l'intelligence artificielle. Et puis, deuxièmement, vous faire l'état de la situation sur l'offre de formation. Comment est-ce que les jeunes, les femmes sont-ils intégrés dans un dispositif national? Et puis, effectivement, revenir sur cette problématique de la coopération régionale. Comment est-ce que le Cameroun, vu sur cet angle-là, est accompagné par certaines institutions partenaires, porteurs effectivement de ces technologies innovantes, notamment dans le secteur agricole, et comment tout cela pourrait favoriser l'inclusion des jeunes et des femmes et créer autant d'opportunités. Alors, vous le savez, mes prédécesseurs l'ont suffisamment dit, hein, qu'on veuille ou pas, aujourd'hui, la technologie définit ce que le métier sera aujourd'hui et demain. L'agriculture ou le secteur agricole n'est pas épargné, même si nous constatons que si nous parlons de l'Afrique centrale et de l'Ouest, pris dans l'aspect, les éléments constitutifs de l'Afrique, nous sommes toujours à la traîne. La technologie a toujours impacté l'avenir du travail, des travailleurs, en changeant les métiers, en modifiant la structure du métier. Et surtout, cette technologie qui, en réalité, façonne la façon dont l'éducation est structurée pour répondre aux besoins de la société et même du secteur privé. Alors, quand on a convoqué le caractère contextuel dans le Cameroun, au Cameroun, on a constaté que la population camerounaise est à plus de 70% de jeunes compris entre 14 et 35 ans. Et quand on regarde cette population, elle est plus affectée
les plus affectés par le chômage parce que plus on y monte en niveau de connaissance, plus on est exposé à l'inactivité. Les données de statistiques de l'INS montrent que plus les diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage. Et quand on consulte les données du ministère en charge de l'agriculture, on voit que ce secteur agricole qui nous intéresse tant représente plus de 60% d'activité économique et dont 70% de travail des femmes. L'autre élément qui nous vient à l'esprit, c'est que on a constaté un décalage entre l'offre de travail et la demande, effectivement, exprimée par le secteur privé, et notamment cet écart de compétences intermédiaires dans le secteur agricole qui pose véritablement des questions de développement des compétences à ce niveau-là. Quand on circonscrit le secteur agricole, dans l'architecture, la comptabilité nationale, on l'associe à un secteur informel parce que c'est le secteur qui, en réalité, emploie le plus des populations. On a vu quand même que, même si on le note depuis un certain temps, une baisse de cette informalité dans le secteur agricole qui dénote peut-être que les travailleurs migrent pour d'autres secteurs, notamment le secteur de services. Et enfin, sur la question de cadre contextuel, nous voyons que l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat agricole ou les micro-entreprises qu'on appelle les entreprises du secteur agricole et de la micro-entreprise, on se rend compte que cela emploie quand même pas mal de jeunes, alors, en l'occurrence plus de 50%. Et ici, dans cette partie de mise en contexte, ce que nous retenons, c'est qu'on veuille ou pas, la technologie numérique ou ce qu'on dit aujourd'hui, l'intelligence artificielle, va transformer profondément le marché du travail avec un impact certain dans le secteur, dans tous les secteurs, hein, notamment le secteur agricole. Dire cela va nous amener effectivement à nous interroger sur, alors, mais si davantage ce secteur est à la fois redouté et redoutable, parce que ça peut créer ce que Schumpeter appelle l'effet destructeur, mais aussi en même temps l'effet créateur. Destructeur parce que ça va naturellement faire disparaître certains métiers, mais ça va restructurer ou reformuler ou encore amener à ce que les secteurs puissent véritablement changer. Et quand on a convoqué l'offre de développement des compétences, ce que nous avons appelé l'agri-digital skill, on a fait le tour hein, des dispositifs nationaux pour voir quelles sont les compétences qui sont développées. Nous avons relevé les compétences digitales de base, c'est ce qu'on appelle l'informatique initiale. Tout le monde doit savoir Excel, Word, le logiciel basique, et puis aller vers les compétences en termes de agri-skill data. Donc, la technologie et notamment l'IA nous permet véritablement de pouvoir saisir ces technologies pour l'analyse des données, pour la conduite de données dans le secteur agricole, la collecte des informations, etc., etc. Nous avons effectivement cette implication de cet outil qu'on appelle la contribution de cette technologie sur la grille de précision, hein, l'agriculture de précision avec les technologies intelligentes. Elle a plusieurs compétences sont développées, notamment sur le système d'information géographique, le IoT, ce qu'on appelle l'agriculture intelligente, mais aussi des compétences qui vont dans le suivi des modifications de l'environnement qui, naturellement, appellent à impacter le secteur agricole. D'autres compétences que nous avons pu relever, c'est des compétences liées à la digital skill transformation, ce que nous avons effectivement observé des programmes dans nos dispositifs de formation qui vont véritablement dans le développement des compétences, dans la traçabilité des produits agricoles, dans la gestion digitale des unités agricoles et enfin l'agri-tech skills qui permet aussi de donner certaines soft skills hein, à certaines compétences au cœur du métier telles que la fintech agricole, telles que le marketing digital, telles que le business model, hein, type agri-tech. Donc tout cela rentre dans ce que nous avons appelé l'offre des compétences qui sont développées pour pouvoir pallier ou structurer le secteur agricole. Et quand nous shiftons Alors, vers Monsieur Dissa, le vous avez déjà dispositif 7 même de minutes développement, passées.
OK, alors je Ah coule bah ouais, rapidement sur la voilà. deuxième composante qui est en réalité, pour vous Mm. dire en résumé, les universités avec les écoles professionnelles, INSAI, FASA, les lycées techniques, agricoles, ainsi que les établissements publics comme les IRAD qui font dans les recherches agricoles. Ce sont ces dispositifs-là qui participent effectivement à au développement des compétences. Alors maintenant, pour répondre naturellement, j'ai été très long, donnez-moi une seule seconde, une seule minute pour vous dire que nous avons la FAO qui, effectivement, dans le cadre de la formation climato-intelligente, aide les pays membres, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, pour effectivement tenir compte de cette technologie IA pour pallier au changement climatique. Et nous avons également le projet d'appui au développement rural du PADER appuyé par la coopération allemande qui participe effectivement au renforcement de technologies intelligentes. Et n'en parlons pas du FIDA qui est le bailleur qui a appuyé le Cameroun, en l'occurrence les jeunes et les femmes pour la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral qui a permis de créer autant d'emplois. Et puis enfin, notre acteur qui participe également à la problématique de l'insécurité alimentaire, elle a augmenté au Cameroun. Cette année, les données actuelles nous montrent effectivement que c'est une situation alarmante et dont nous pensons que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le suivi, n'est-ce pas, de la modification de ce secteur par le changement climatique pourrait nous être effectivement donnée, appuyée par cette coopération. En conclusion, Madame la modératrice, nous disons que la coopération régionale, de notre point de vue, constitue un levier stratégique pour renforcer la formation technologique africaine agricole. Mais cela passe inéluctablement par non seulement le partage d'expérience, le transfert de technologie et surtout dans notre domaine qui est le développement des compétences, la mutualisation des ressources pédagogiques et l'accroissement des investissements dans le domaine. Donc voilà ce que j'ai pensé partager avec vous. Toutes mes excuses pour le décalage de quelques minutes que j'ai grignoté. Je reste encore disposé pour revenir éventuellement sur des préoccupations qui ne sont pas satisfaites. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Monsieur Abba. Nous sommes largement satisfaits. Donc, votre intervention est très, très intéressante. Effectivement, nous sommes désolés pour tous les intervenants. Le temps était très court, mais voilà, vous comprenez que c'est un webinaire, temps court pour susciter l'intérêt des uns et des autres. On se donnera d'autres occasions. Ceux qui sont au Sénégal, je pense que l'ISRABAM organisera certainement un mardi du BAM autour de cette question-là, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux intéressants qui ont été soulevés, beaucoup de questions à débattre et à continuer à discuter entre nous. Alors, tout à l'heure, on avait oublié de prendre la photo de groupe. On va la prendre à la fin parce que le temps, il est pratiquement midi moins 5. Nous sommes vendredi. On aimerait pouvoir voir s'il y a quelques intervenants qui voudraient prendre la parole. Si oui, vous levez la main. On a déjà quelques questions dans le chat, il me semble, qui ont été prises en compte. À la fin, avant la fin, on va laisser à notre collègue Mort nous faire le point. Euh, Est-ce qu'il y a des intervenants qui souhaiteraient? Alors, on a déjà, je regarde la liste des mains qui se lèvent. Monsieur Moussa Bitey, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la main? Donc, on peut vraiment se donner 5 à 10 minutes de discussion. Nous sommes désolés, hein, parce que le temps, on a démarré avec beaucoup de retard. Il y a Djibi, donc Monsieur Bitey et Monsieur Djibidja. Alors, Monsieur Bitey, à vous. Est-il possible d'entendre Monsieur Bitey? Et Voilà, bonjour, votre micro est ouvert. Allez-y. bonjour Madame Diaw, ou Madame Camara. Mm. En tout cas, c'est un plaisir quand même de participer à cet échange qui est vraiment instructif quoi, pour nous les universitaires, pour nous voilà, qui faisons partie du monde académique. Et je pense que ça renforce notre thèse, c'est-à-dire que il devait y avoir quand même une coordination entre le monde académique, entre voilà, les services publics. Et voilà quoi, c'est-à-dire ceux qui sont au bas de l'échelle. C'est-à-dire ceux qui sont les intéressés, c'est-à-dire les agriculteurs, les pêcheurs. Voilà, ceux qui œuvrent voilà, pour la transformation économique de notre pays. Et je pense que cette thématique quand même est une thématique qui est pertinente, qui est venue à son heure.
Donc, moi, je voudrais juste quand même, c'est-à-dire savoir, est-ce qu'après, on aura la possibilité quand même d'avoir l'enregistrement, vu que moi, voilà, dans un futur proche, je voudrais écrire mon mémoire par rapport à cette thématique, c'est-à-dire de la digitalisation dans la résilience des agriculteurs face à l'impact des changements climatiques. Donc, vraiment, je voudrais avoir euh, quand même des orientations par rapport à vous, les experts, pour que je puisse, voilà, mener mon travail comme il le faut, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bitey. Donc, on note bien votre commentaire intéressant sur la coordination nécessaire entre les différents mondes qui sont intéressés par ces questions-là, que ce soit le monde paysan, agriculteur, pêcheur, l'État, le monde académique. Effectivement, je pense que ça, on essaiera de voir comment créer ces espaces-là. Votre question, bon, il y aura un compte-rendu disponible après pour tout le monde. Alors, Djibi. Donc, il y a Djibi, ensuite Rose Gomis. Djibi. Merci Merci, d'ouvrir le micro de Djibi. Ouais. merci Astou, et puis merci aussi à tous les panélistes. Vraiment, on a été gâtés ce matin. Les interventions sont de très haute facture. Merci pour tout ce que vous avez donné comme bonne information. Moi, j'ai une question très rapide là que je pose surtout à nos deux représentants du Sénégal et du Mali, donc Ndea Soukebe au Sénégal, et puis j'oublie un peu le nom du collègue du Mali, sur un peu les technologies digitales et les usages de l'intelligence artificielle que vous avez observé ou que vous avez même testé sur le terrain au Sénégal et au Mali. Je voudrais savoir lesquels ont montré en tout cas le plus d'impact concret sur l'emploi et la productivité, et puis voir à quelles conditions, je veux dire, est-ce que c'est les compétences, est-ce que c'est l'accès à la donnée, est-ce que ce sont les infrastructures, est-ce que ce sont le financement. Dans les infrastructures, en tout cas, Ndea a parlé du GSM qui est un peu absent dans certaines zones. Est-ce que ces effets vraiment sont faciles euh, est-ce qu'il y a des facilités qu'on peut avoir pour mettre à l'échelle, en tout cas, ces technologies digitales, compte tenu de toutes ces contraintes? C'est vraiment à quelles conditions on peut arriver à une mise à l'échelle beaucoup plus facile? Merci. Merci Djibi. Alors, Ndeye Amy Kébé malheureusement est déconnectée parce qu'elle avait un autre engagement et on a démarré en retard. Mais je pense que nos autres intervenants experts vont répondre à ces deux questions-là, très pertinentes. Alors, je laisse la parole à monsieur. Il y avait une dame tout à l'heure. Donc, Ibrahim Diallo, vas-y. Je ne vois plus Marie. Il y avait une Marie qui avait levé sa main. Ibrahim, et on va se limiter à ça. Ah, il y a Ahmed Ali Sow. Voilà, allez-y. Ibrahim Diallo, après vous, monsieur Ahmed Sow. Ibrahim, son micro n'est pas ouvert, hein, pour l'ouvrir. Ibrahim Diallo veut prendre la parole. Son micro est fermé. Voilà. Bah, merci beaucoup Astou et merci à toutes les intervenants pour ces interventions très, très pertinentes. Moi, j'avais juste une question pour le professeur Djoum. Sur les impacts attendus de votre travail. En fait, j'aimerais vraiment savoir si la question de la pénibilité du travail sera prise en compte. L'IA étant souvent présentée comme un outil c'est vrai, d'amélioration des rendements, de création d'emplois digitaux, mais on pourrait aussi rajouter de réduction de la pénibilité. Voilà, si c'est cette question de pénibilité-là, est-ce qu'elle sera prise en compte dans le cadre de votre travail? Merci. Merci Ibrahim. Alors, notre dernier intervenant va être monsieur Ahmed Sow, monsieur Ahmed Ali Sow. Allez-y, monsieur Ahmed. Est-ce qu'il nous entend? Oui, est-ce que vous Ahmed m'entendez? Ali Sow, son micro est ouvert. Voilà, c'est bon, on t'entend, oui. Ok, mais donc je vous remercie vraiment tout le monde. Je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas.
Ahmed Alisso, je suis à l'ANCAR. Et donc, très ravi d'avoir participé à, enfin, écouter toutes ces présentations et, disons, un peu désolé de ne pas avoir vu la place du Conseil agricole dans tout ce travail, qui est quand même l'intermédiaire, disons, régalien de tout ce que vous faites en tant que structure de recherche et les cibles, hein, ou les clients de toutes ces technologies que sont les producteurs et leurs organisations. Donc, c'est peut-être, disons, faire une déclaration, disons, d'intention pour vraiment manifester la disponibilité de l'ANCAR à pouvoir, disons, à participer, hein, à ces initiatives pour la suite et également pour les questions de passage à l'échelle. Je pense qu'une question importante est revenue sur la création de nouveaux métiers. Je pense qu'il y a déjà un gros potentiel, hein, de besoin de mise à niveau de tous ceux qui sont dans le dispositif de conseil et qui, effectivement, ont besoin de voir leur capacité renforcée sur tous ces outils. On a commencé ce travail à l'ANCAR et je pense qu'au-delà de l'ANCAR, c'est toutes les structures qui sont impliquées dans le conseil agro-silvopastoral et halieutique. Et peut-être un dernier point, c'est de voir les moyens d'inscrire tout ça dans ce travail, bon, Astou, que nous sommes en train de faire, hein, sur l'élaboration de la politique nationale de conseil, qui va intégrer ces questions de nouveaux métiers, de nouveaux curricula, de nouvelles façons de faire le conseil, où on a effectivement des startups qui sont dans l'environnement et qui peut-être actuellement ne sont pas véritablement référencées comme structure, donc fournissant du conseil. Donc voilà ce que je voulais dire, vous remercier et puis renouveler notre disponibilité à, disons, participer à ces échanges. Merci. Merci Ahmed pour ces questions. Effectivement, tu as totalement raison. Donc, j'en parlais tout à l'heure, les agences de conseil agricole ont toute leur place dans cette réflexion-là, qui, là, aujourd'hui, interroge l'impact des technologies du digital sur l'agriculture et sur l'emploi. Et on voit comment ça bifurque bien sur les acteurs intermédiaires. Et le conseil est un des acteurs intermédiaires, sinon s'il n'est pas le seul. Donc, merci. On va échanger avec l'ANCAR et les autres. Tout à l'heure, quand Ami parlait, je pensais beaucoup à l'ANCAR et je me suis posé la question, est-ce que vous êtes déjà en lien? J'imagine que oui, mais ce n'est pas ici qu'on va débattre de ça. Mais en tout cas, nous sommes bien conscients des questions et de tes commentaires. On va continuer la réflexion ensemble. Donc, il y a une question que vous posez sur le besoin de mise à niveau, effectivement. Alors, donc, on passe la parole à qui voudrait pour réagir à ces questions-là. Donc, je pense que si monsieur... qui voudrait commencer à réagir? Alors, il y a une question directe qui a été posée à M. Djoum. M. Djoum, peut-être allez-y, vous répondez. Après, on donne la parole à nos experts Mali et bon, Ami, elle est partie, hein, pour répondre à la question de Djibi. M. Djoum, vous êtes avec nous? Oui, merci encore une fois. Bon, pour répondre directement à sa question, M. Diallo, je pense que la question de la pénibilité, pour le moment, n'est pas encore prise en charge, vu l'étape à laquelle on se trouve. C'est des résultats préliminaires, mais c'est un projet de grande envergure. Mais dans le cadre de ce financement, on se limite uniquement à la mise en place des différents facteurs qui impacteraient directement sur l'agriculture. Bon, pour ce qui est de la pénibilité, on peut penser à cela, vu que notre objectif, c'est de pouvoir essayer d'avoir, parce que dans le cadre du projet, on a intégré des experts qui doivent faire, que ce soit des agronomes, que ce soit aussi des gens qui vont intervenir pour l'analyse même des données que nous aurons. Et à partir de là, on pourrait intégrer d'autres paramètres. Mais pour le moment, on n'a pas encore pris en compte cette question de pénibilité. Merci, M. Djoum. Alors, M. Djoum, il y a une question pour vous dans le chat. Après, vous pourrez répondre dans le chat également. Oui, c'est déjà répondu.
Dans le chat, Parce que d'accord. j'ai... Ouais, la question de M. Dié par rapport aux études antérieures qui sont plus ou moins très proches de ce que vous êtes en train de faire. D'accord, je vais regarder tout de suite. Voilà. Mhm. Merci, merci. Donc, merci, M. Dioum. Alors, Monsieur Arona, est-ce que vous avez une réponse pour les questions de Djibi? Il y avait parmi toutes ces technologies digitales, lesquelles ont montré plus d'impact sur l'emploi et la productivité? Et la question sur quelles sont les conditions qui permettraient la mise à l'échelle tous ces outils? Ok, merci beaucoup vraiment de formuler cette question. Je trouve que c'est une question très pertinente. Effectivement, il y a beaucoup de solutions digitales qui ont été développées. C'est pas maintenant que vraiment des solutions ont été développées depuis longtemps. Beaucoup de solutions ont été développées sur la base des téléphonies simples, tout ce qui concerne les SMS, les SSD. Maintenant, on est en train de développer des plateformes de e-commerce et tout. Par exemple, si je prends les plateformes de e-commerce aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires en milieu rural. Et généralement, par exemple, les jeunes et les femmes, ils ne pouvaient pas accéder à des marchés rémunérateurs, par exemple, dans les capitales régionales ou voilà, dans les grandes villes. Mais aujourd'hui, avec ces solutions, voilà, ils peuvent facilement accéder à ces opportunités. Et tout ce qui concerne également les transactions liées aux plateformes de FinTech, par exemple, au Mali, on a Orange Money, donc voilà, qui facilite également les transactions commerciaux. Et voilà, juste pour ne citer que cela, des bannières spécifiques en ce qui concerne l'intelligence artificielle, des solutions sont en cours de développement. Et la plupart des solutions, c'est des solutions génériques, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est des solutions qui ne sont pas parfaitement adaptées au contexte local. Pourquoi? Parce qu'il manque encore des données qui constituent des infrastructures. En fait, je pense que c'est assez souvent qu'on néglige les données pour l'intelligence. Je dirais l'infrastructure principale de l'intelligence artificielle, c'est les données. C'est les données. Sans les données vraiment contextuelles, en fait, les solutions proposées ne sont pas souvent très pertinentes donc voilà, pour influencer les décisions ou pour voilà, guider les agriculteurs. Donc, voilà, rapidement, ça, c'est ce que je peux apporter aux questions posées par Djibi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Abba, vous avez quelque chose à rajouter, notamment sur la mise à l'échelle, voilà, quelle politique, quel accompagnement des politiques, qu'est-ce qui serait nécessaire? Alors, Madame, je pense que je souscris à ce que Dr Ngom a dit. Je ne sais pas si vous m'écoutez, il y a trop de bruit dans ma salle. Je suis On vous parfaitement entend. d'accord qu'il faut monter à l'échelle. C'est pour cela que j'ai dit dans mon intervention que l'aspect que nous devons privilégier dans la coopération régionale, c'est un peu le transfert des compétences, mais surtout la mutualisation des ressources, parce que aller monter à l'échelle des compétences veut dire qu'il faut revisiter les curricula de formation, des référentiels, et vous savez très bien la conduite d'élaboration d'un référentiel pour déboucher sur un programme de formation type prend aussi bien de temps que des ressources financières, et donc le transfert à travers la mutualisation des ressources pourrait, ressources pédagogiques bien sûr, pourrait être très utile dans la montée en échelle. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'intervention du docteur. Merci beaucoup. Alors, le temps nous rattrape vraiment. On a notre collègue Morgom qui s'est occupé de prendre les questions et de veiller à ce que ça soit répondu sur le chat. Donc, merci Mor. Je voudrais vous proposer que vous mettiez vos vidéos comment on appelle, vous allumiez vos vidéos pour qu'on prenne une photo de famille avant qu'on ne conclue cette session webinaire. Avant que je ne dise les quelques mots de conclusion, est-ce que vous pouvez allumer vos vidéos pour qu'on prenne la photo de famille? Au moins, c'est toi qui t'en occupes. Okay, please, Ebe, all participants to activate their camera, please. Activez vos caméras. Donc, moi, je ne vois pas. J'ai activé la mienne, mais je ne vois pas de... La matrice. Il faut arrêter le partage peut-être d'écran là. Ouais. Voilà. Donc, vous affichez vos micros et puis... Non, pas micro. Les vidéos. Qui prend la photo? Madame, je m'excuse,
Je suis en train de rouler et c'est un Oui. rendez-vous que je dois aller choper. Désolé. D'accord, Monsieur Cabral, on a compris. Donc, ceux qui sont disponibles, affichez vos vidéos, s'il vous plaît, vos images, comme ça, on va prendre la photo de famille. Et puis, on passe à la conclusion avant de vous libérer. La fonctionnalité n'est pas activée. Qui gère ça? Qui gère ça? Bon, écoutez, c'est pas grave, on passe. Si ça, on va pas retenir les gens pour ça. Si ça C'est marche pas pas. grave, on passe. C'est Ebenze qui devait l'activer. On passe. Voilà, donc c'est Ebenze, voilà, il a certainement des soucis. Alors, non, encore une fois, je pense que le webinaire, comme au début on l'avait dit, ça s'inscrit dans une initiative de recherche à, à l'échelle de plusieurs régions, donc côté Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, ICER et BAM, nous sommes les agences un peu de suivi de ce programme-là qui financent des projets de recherche. Donc ces projets de recherche sont encore en cours, on a vu des résultats très intéressants et la parole donnée à nos experts dans d'autres pays montre la nécessité de coordonner nos initiatives ensemble, de continuer la réflexion. Donc ce qu'on retient également, qui est clair, l'IA, donc l'intelligence artificielle va transformer le marché du travail, mais pas que. Ça transformera pratiquement tous les secteurs, tous les domaines d'activité de la vie. Ça nécessite qu'un certain nombre de politiques de recherche continue. Ce qui a été démontré est que l'IA peut positivement impacter l'agriculture en améliorant l'accès à l'information, en occasionnant par exemple des gains de temps, ou bien ça permettra d'avoir des pratiques de précision à travers le conseil et à travers le conseil pluriel. L'IA permet également, et tout ce qui est technologie digitale, de dynamiser le commerce. On l'a vu avec l'intervention de M. Dissa. Également, ça peut réduire l'enclavement et de diverses manières, que ce soit l'enclavement par rapport à la connectivité, par rapport à tout ce qui est accès à des ressources, accès au marché, etc. On a vu également les impacts possibles sur le travail, même si ça ne va pas sur toutes les dimensions du travail. On a vu l'importance que ça révèle l'intérêt et l'importance que nos États, nos politiques publiques investissent non seulement dans l'accompagnement de ces technologies-là, mais également à l'accompagnement de tous les secteurs. Parce que seul l'IA ne peut pas permettre d'avoir des gains de performance notables. Il faut qu'elle soit accompagnée par des politiques publiques coordonnées, mais des politiques publiques ciblées. Alors, quelque chose qui est clair également qui a été dit est que les données, donc les données de base, doivent être non seulement accessibles, mais fiables, et ça, elles constituent l'infrastructure principale pour qu'on puisse bien s'approprier l'IA et qu'on puisse bien s'y installer. Alors, pour finir, je pense qu'on a vu les intérêts des uns et des autres manifestés. Donc, ça ne nous surprend pas que le Conseil agricole, qui est l'interlocuteur ou bien en tout cas l'acteur liant le plus, en tout cas officiellement reconnu dans certains États, puissent et doivent travailler avec les startups et tous les acteurs qui sont des acteurs liants. Et donc, ça ouvre des perspectives encore de collaboration. Les recherches vont continuer avec nos deux récipiendaires. Les questions de recherche vont également continuer à se poser à notre niveau et nous, en tant qu'institution de recherche publique, on va continuer à poser les débats, à mettre en débat des résultats et à voir comment est-ce que tous ces résultats pourraient servir à la décision publique. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes de vous être connectés ce matin pour participer à ce webinaire. Un compte-rendu vous sera partagé et les choses continuent. Je voudrais en profiter pour remercier tous les collaborateurs qui ont participé, organisé ce webinaire-là. Donc, un clin d'œil à Khadi, Abdul, Omar, Mor. Donc, merci beaucoup à tous. Merci également à l'équipe d'ICER qui a assuré la partie connexion technique de ce webinaire. Donc, merci à tous. Au revoir et bon week-end. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Ciao, ciao, bon week-end. Commencer.